Bonsoir à toutes et à tous. Donc on est très heureux de vous accueillir ce soir chez Carib. Donc pour notre libraire invité, donc, beaucoup d'entre vous connaissent la formule, bon, pour les quelques personnes qui ne la connaîtraient pas, on adore en fait nous accueillir quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, on apprécie beaucoup ce qu'il fait en littérature, qu'il soit auteur, qu'il soit traducteur, qu'il soit éditeur. Et parfois simplement critique, même si c'est plus rare. Et pour qu'il nous parle en fait, non pas de ses livres, donc des livres qu'il connaît par cœur parce que c'est les siens, mais de livres qu'il apprécie justement dans l'ensemble de la production. Donc c'est un exercice qu'on aime beaucoup. Et bon, Nicolas Richard est déjà venu escaliter chez Carib à l'automne dernier, donc pour un livre absolument exceptionnel. Alors, beaucoup de livres que tu as traduits, Nicolas, sont vraiment des très très bons livres, mais je vais quand même juste redire un mot sur Henning Marcher, parce que c'est un de ces livres qui ont une réputation pendant 30 ans, quasiment, de livres dits intraduisibles, parce que trop compliqués, utilisant un langage spécifique créé par l'auteur anglais pour l'occasion, et que pendant 30 ans, en fait, éditeurs et traducteurs n'ont pas osé se lancer à l'assaut de cette montagne-là, qui était pourtant une très très belle montagne à conquérir. Et puis ça s'est fait donc à l'automne dernier, et c'est magnifique. Je crois que c'est un des plus gros coups de cœur que Carib n'ait jamais eu. Donc on était particulièrement heureux de cette soirée-là. Et donc ce soir, voilà, on va t'entendre parler d'autres livres. En fait, je suis très content d'être accueilli dans la librairie champion de France des ventes des ligues Marcher. En fait. Je ne sais pas si tout le monde est au courant, mais nous sommes ici ce soir dans le lieu qui a vendu le plus d'énigmes Marcher de Russell Hoban en France. Il y a apparemment un petit concurrent en Belgique qui vous tire un petit peu la bourre, mais voilà, donc merci de m'accueillir Anaïs et Hugues. Ça fait à peu près 3 mois que tu m'as parlé, Hugues, de cette formule, de choisir des livres et de venir en parler. Et donc ça fait 3 mois que je gamberge. Je me demande, tiens, qu'est-ce que je vais choisir La tendance a été de partir sur des classiques en me disant tiens, c'est quand même l'occasion de parler de classiques dont certains que j'ai découverts récemment. Et puis je me suis dit qu'il y a des... Bon, ça fait les classiques, c'est souvent des livres qu'on trouve facilement, donc ce sera un peu redondant. Après je me suis dit tiens, je vais plutôt partir sur une piste très confidentielle, très underground. Et puis là c'est pareil, je me suis dit finalement si je parle à 3 personnes, c'est pas très intéressant non plus. Donc finalement j'ai modifié cette liste tout le temps, je rajoutais, j'enlevais, ça fait un bout de temps que finalement pour arriver à ce dont je vais vous parler ce soir. Et donc il y a au moins un mois, j'envoie à Hugues une liste de 8 ou 9 livres, et Hugues me dit je transmets à Anaïs, on va voir s'ils sont dispo, parce que l'idée c'est qu'éventuellement vous les manipuliez et puis que vous les achetiez, éventuellement. Et donc sur les 8, il y en a 4 qui n'étaient pas dispo. Ce qui est quand même improbable, et c'était pas des choses totalement obscures. Il y avait Maurice Girodias par exemple, sa biographie, il y avait Levé, autoportrait là chez POL, qui est entre 2 rééditions apparemment. Il y avait Richard Flanagan, un auteur australien que vous connaissez peut-être, qui a écrit le livre de Gould, qui est très bien, bref. Et puis la bonne nouvelle, c'est qu'il y avait... Alors, Renégat, il y avait celui-là, j'en parlerai peut-être plus tard. Reinhard Tiergel qui n'était pas dispo il y a un mois, et l'éditeur a relancé une salve. Là, on peut dire quasiment que l'éditeur l'a relancé pour cette soirée. Voilà, donc là, chacun de vous ce soir est investi d'une mission. On va parler de ce livre à un moment donné. Donc voilà. Alors, alors je suis venu, j'ai fait un petit peu d'espionnage industriel, avant de commencer à partir de... Je suis venu 2 fois... à 2 présentations de libraires pour savoir comment s'y prenaient un peu les autres, et du coup je me suis dit que moi j'allais essayer de faire ce que je savais faire et surtout éviter ce que je savais pas faire. Donc moi je me positionne pas mal comme lecteur plutôt que comme critique littéraire. Donc je vais, si ça vous convient, je vais essayer de lire pas mal des passages des livres que j'aime bien. Ça n'empêche pas de les présenter et tout, mais voilà, je trouve que finalement c'est une bonne façon de présenter les choses. Alors le premier livre dont je voulais vous parler, c'est celui-ci, Plougtown, de Yann Monk. On a l'honneur ce soir d'avoir la présence de 2 membres des éditions Cambourakis.
donc, qui est l'éditeur inspiré qui a publié ce livre que j'adore. Alors, Oui. c'est vrai? Ah oui, oui, je l'ai un peu... Et encore, là, j'ai besoin des deux mains pour le tenir, parce que sinon, ça s'écroule. Ouais, ouais. J'ai une habitude à moitié névrotique qui consiste à corner les pages qui me plaisent. Et je crois qu'il y a quasiment toutes les pages sont cornées. Ouais, non, je crois pas du tout au post-it. C'est un outil qui est pas du tout efficace quand on connaît le cornage de pages. Donc Yann Monk, c'est un membre de l'Oulipo, c'est un anglais, ou en tout cas de langue anglaise, qui a écrit un poème en français. Le grand paradoxe de ce livre, c'est que donc l'Oulipo, on pense un peu algorithme, on pense contrainte, etc. Ça se présente beaucoup sous forme de liste, comme on va le voir tout de suite. Et paradoxalement, c'est une portée sociale très impressionnante en fait. C'est-à-dire qu'on a l'impression d'une exigence formelle extrême et en fait, et en plus, il y a un propos extrêmement sensible, la description d'un milieu qui est vraiment émouvante en fait. Donc je vais commencer tout de suite par lire un tronçon, parce que je ne sais pas si l'éditeur parlerait de roman, mais enfin, moi je vois ça comme une sorte de liste qui tourne, dans laquelle on peut rentrer ou pas. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai lu et relu un paquet de fois. Allons-y. Avant de naître, il y a le silence, le vrai. Avant de naître, il y a le noir, mais total. Avant de naître, il y a une dalle, mais astrale. Avant de naître, il y a les gaz de mer. Avant de naître, il y a la musique des gens. Avant de naître, il y a le goût du chocolat. Avant de naître, il y a la voix du père. Avant de naître, il y a un moment de panique. Avant de naître, il n'y a pas peur de mourir. Les bébés regardent le monde, ou bien ils têtent. Les bébés ont les yeux ouverts, aveugles peut-être. Les bébés chient, dorment, rechient, redorment, re-rechient, re-redorment, puis les bébés ne voient que dalle peut-être. Toi, les bébés sont adorables, regarde, ils te ressemblent tellement. Les bébés pèsent sûrement plus lourd que l'enclume. Les bébés, c'est la vie, celle qui bave. Les bébés te réveillent 5, 6 fois la nuit. Les bébés te niquent tes beaux seins en tétant. Les enfants crient, font chier au centre de loisirs. Les enfants se bousculent au supermarché. Et puis merde, les enfants non accompagnés sont interdits dans ce magasin. Les enfants martyrs, il y en a tellement, et alors? Les enfants rois seront vite découronnés, et ben fait. Les enfants savent pas la chance qu'ils ont. Les enfants marchent pas, ça traîne, bordel de merde. Les enfants mangent pas, ça grignote, putain de merde. Les enfants, une bonne gifle, ça a jamais nuit. Les préados existent maintenant, ils ont pris leur marque. Les préados, moi ça n'existait pas à l'époque. Les préados, c'est pénible comme les mômes, quoi. Les préados, c'est pas encore vraiment chiant. Les préados qui sont devenus des vrais ados, mais les préados démarrent, faut avoir de la patience. Alors, les préados commencent à se faire des tatouages, puis les préados commencent à se faire des piercings, puis les préados sortent leur tête trouée de l'enfance. Les ados, les vrais, répondent plus vite que ça. Les ados vous emmerdent, et plus grave que ça. Les ados baisent, s'embrassent, tombent amoureux comme ça. Les ados tombent enceintes, amoureusement aussi, facilement que ça. Les ados larguent leurs copines enceintes, fastoches comme ça. Les ados vous narguent des vieux cons comme ça. Les ados boivent, vident des bières vodka comme ça. Les ados se droguent, rien à foutre de ça. Les ados SMS en disant « Quoi, toi, moi, ça ?» Les jeunes adultes sont, écoutez-moi bien, exigeants, quoi. Les jeunes adultes choisissent longuement, très longuement leurs vêtements. Les jeunes adultes sélectionnent longuement, plus longuement leurs chaussures. Les jeunes adultes hésitent beaucoup en choisissant un sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leur sandwich. Les jeunes adultes se téléphonent pour décrire leurs chaussures. Les jeunes adultes se téléphonent, se décrivent en téléphonant. Les jeunes adultes se moquent des gens qui téléphonent. Les jeunes adultes dépriment, se font mal, se suicident. Les adultes disent plus rien mais crient des fois. Les adultes manient mal leur portable. Les jeunes rigolent. Les adultes, tu vois, c'est le Père Noël. Les adultes disent « Ta gueule, connard !» Mais avance, bordel. Les adultes non consentants sont priés de s'abstenir. Les adultes chialent devant les feux de l'amour. Les adultes boivent du vin, crient « Finis ton eau !» Les adultes sont lâches, misérables, arrogants, dépendants, pitoyables, courageux. Les adultes de nos jours partent en couille, quoi. Les vieux trichent pas mal en attrapant. Les vieux trichent pas mal en rattrapant leur jeunesse. Les vieux sont jamais là quand on leur téléphone.
Les vieux disent qu'on ne leur téléphone jamais. Les vieux touchent une retraite que moi je finance. Les vieux râlent parce qu'on ne sait plus bosser. Les vieux, il faut les tuer dès la naissance. Les vieux jouent des coudes en prenant le métro. Les vieux disent que tout existe maintenant, mais tous les vieux déprimes glissent dans le silence des adieux. Les morts nourrissent la terre, la mer, le ciel. Les morts font plus chier que par leur absence. Les morts sont là au cimetière où non seulement les morts sont ni présents ni absents sous terre. Les morts sont aussi présents qu'absents sur terre. Les morts, c'est bientôt toi, moi, lui, elle. Les morts sont aussi chiants qu'un enfant roi. Les morts sont aussi dissipés qu'un parent alcoolique. Les morts, c'est le silence, précisément le vrai. Voilà, premier passage. J'en profite pour rappeler un truc que j'avais noté sur Yann Moncle qui ne m'est pas venu tout à l'heure, c'est qu'il est lui aussi accessoirement traducteur. Il a traduit entre autres Georges Perec, Raymond Roussel, Hugo Pratt et Daniel Pénac. Voilà. En fait, c'est assez marrant la façon dont j'ai rencontré ce livre, parce qu'il y avait eu une soirée au comptoir des mots, autour de Fred Forté, qui présentait certains auteurs qu'il aimait bien, et ensuite on allait boire des coups dans un bar à côté, et donc les bouteilles de vin se vidaient, et puis il y avait un jeune gars qui devait avoir, enfin moi je le trouve jeune, il devait avoir 25 ans, et il était le seul à parler avec personne, donc nous on continuait à vider les bouteilles, et il parlait avec personne, et j'ai laissé passer encore 2-3 bouteilles, et puis je suis allé le voir, je me suis présenté, je me dis « Salut, qui tu connais et tout ?» Enfin, qu'est-ce que tu fais là? Il n'avait pas l'air de s'ennuyer, mais pourtant, voilà, il était tout seul dans son coin. Et en fait, c'était Daniel Levin Baker, qui est un jeune Américain, qui est, à ma connaissance, le dernier membre en date de l'Oulipo. Et on a bien sympathisé parce qu'il commençait à écrire en français. Et un des premiers articles qu'il a écrit, c'était justement sur Ploughtown. Et donc moi, je lui demandais des tuyaux de traduction sur un truc anglais, et puis lui, il a habité à Paris un petit bout de temps. Lui me demandait de relire ses textes en français. Et donc il y a eu une sorte de premier rendez-vous manqué, parce qu'il m'a fait lire une chronique qu'il avait rédigée de Ploughtown, qui était dithyrambique. Et puis j'ai pas lu le bouquin. J'ai peut-être une année encore à passer avant que je le découvre. Voilà. Je vais lire un autre passage qui me fait penser, je vois là en face de moi l'affiche d'Ablution de Pat Dewitt. Je ne sais pas s'il y en a ici qui ont lu cet excellent bouquin, premier roman. Et je réalise que ce que je vais lire est campé dans un décor assez proche. Donc je reprends au milieu de cette liste à la page 113. Le barman dit « C'est une cicatrice de guerre, gamin ». Le barman dit « Elle est cuite, alors chef, une chope ». Le barman se sert un kir balèze, allume une gauloise. Le barman sait ce que tu veux dire. Non mais le barman n'est pas né de la dernière pluie. Le barman a déjà vécu tout ça, si tu savais. Le barman finit par te servir ta bière mousse parfaite. Le barman te demande si le boulot ça va, oui. Le barman écoute à peine ta réponse, rien à foutre. Le barman va vendre 2 Marlboro Light à des gamines. Le barman reprend le fil de sa conversation interne interminable. Le barman a des mains qui tremblent autour du kir. Le barman a du mal à lier clope et briquet. Le barman a un fils qui veut être maître chien. Le barman a un autre fils qui pose problème, lui. Le barman te confie que l'autre fils fait chier. Le barman va vendre une camel filtre à un sportif. Le barman dit « Merde, si on faisait un billard ?» Le barman dit « C'est qui démarre encore ?» Puis le barman va vendre une gitane filtre à un glauque. Le barman revient, voir ta casse merdique, secoue les bajoux. Le barman voit que dalle, vise une jaune, la loupe. Le barman jure, allume une clope, tant bien que mal. Le barman dit « Bonsoir, monsieur, dame, je vous sers quoi ?» Le barman se sert un bon coup derrière le comptoir. Le barman avale un grand kir coup sec, puis 2. Le barman sert 2 demi, puis un rosé pas frais. Le barman revient et regarde longuement les trous des billes. Le barman vise subitement, se stabilise, puis met une jaune. Le barman revise brutalement, tire et remet une autre jaune. Le barman n'a pas de chaussures, mais des pantoufles. Le barman n'a pas de chaussettes, mais des varices. Le barman revise furieusement, retire et remet un autre jaune. Le barman va vendre des cartes de grattage aux cloches. Le barman allume une clope, encore d'un geste grandiose. Le barman se resserre un kir en demandant « Et toi ?» Le barman te sert une chope, puis sert les autres. Le barman revient à la charge et loupe sa jaune. Le barman te regarde louper ta rouge
à ton tour. Le barman remarque sa meuf qui rentre ses bras chargés. Le barman fait visiblement semblant de ne pas la voir. Le barman fait ouf quand elle disparaît dans la cuisine. Le barman se resserre un méga kir, rallume une gitane. Le barman revient à la charge et met sa jaune. Le barman te regarde d'un petit air narquois, puis le barman colle la blanche juste derrière la noire. Le barman te regarde faire ta énième connerie de merde. Le barman sourit. Allez, c'est un jeu, hein, gamin. Le barman a 2 coups maintenant, il met une jaune. Le barman, même pas besoin, il met sa dernière jaune. Le barman va vendre une Camel Light à une cravate. Le barman profite pour se servir un super kir encore. Le barman profite pour servir les 4 clients qui restent. Le barman dit la noire en indirect, on avait dit. Le barman prend une taffe, se cramponne sur ses pantoufles. Le barman se la met, la noire, l'angle parfait. Le barman essuie ses yeux visqueux avec un Kleenex défraîchi. Le barman regarde son môme aîné qui rentre, crâne rasé. Le barman l'ignore, lui salue tout le monde chaleureusement. Le barman le regarde, aller vers la cuisine. Sa mère, le barman dit « Celui-là, je te jure, non mais... » Le barman te dit que t'as rien payé encore. Le barman te dit que tu lui dois 100 balles. Le barman n'écoute pas tes explications stupides. Eh ben non, le barman n'est pas à 20 balles près, dis donc. Le barman n'a rien à foutre que toi non plus. Le barman se calme toujours pas et sort ses comptes. Le barman gesticule et crachouille, te traite, se sert un rosé. Le barman te sert encore une chope et gesticule encore. Le barman se sert encore un hyper super méga kir. Le barman prend tes billets puis le regarde très longuement. Le barman dit bon, cette fois on est d'accord. Le barman regarde son môme cadet qui rentre, crâne rasé. Le barman le salue et le gamin te salue poliment. Le barman dit celui-ci il vaut de l'or. Le barman sèche une petite larme avec son Kleenex défraîchi. Le barman a les yeux de plus en plus glauques. Le barman se resserre encore un kir monstre, et puis le barman se refume une gitane, ressèche une petite larme. Le barman dit « Tu sais gamin, c'est la merde ». Le barman regarde droit devant lui, un abîme s'ouvre, le barman dit « Alors on se refait une partie hein ?» Le barman est visiblement pas trop surpris par ton refus. Le barman vend une cartouche de Marlboro à un cloche. Le barman te dit « Tu vois, c'est le Rémi ». Le barman te dit « Mais quelle racaille, je te jure !» Le barman te rassure que t'es pas comme eux. Le barman vend des cartes de grattage à ton voisin. Le barman regarde le voisin qui gratte frénétiquement et gagne. Le barman lui donne ses 1000 balles et des poussières. Le barman dit « Ça s'arrose, non, ça s'arrose !» Le barman te sert une chope, lui sert un picon. Le barman se sert un demi-rosé, jette la bouteille. Le barman dit « Allez, on trinque, à nous, quoi !» Le barman regarde sa meuf qui sort de la cuisine. Le barman regarde par terre, elle gueule un bon coup. Le barman dit « Allez, allez, on ferme la housse, merde !» Le barman dit « Allez, allez, faut que j'y vais !» Le barman sait qu'il va finir à 4 pattes. Le barman pense absolument pas à son rendez-vous de demain. Il y a deux bouquins de Yann Mounk, dont un qui est sorti chez Cambourakis que j'ai pas lu, mais dont le titre m'a intéressé. C'est La jeunesse de Mec Houille, qui est sorti en 2011, et Stoned at Bourges, en 2006. Ouais, ça paraît tentant. Voilà, c'était donc Ploughtown de Yann Mounk, aux excellentes éditions Cambourakis. Après, j'avais envie de parler de Thomas Bernhard. Alors, je ne sais pas à quel point tout le monde connaît ou pas. De mon point de vue, le gros intérêt de Thomas Bernhard, c'est que c'est une expérience qu'on peut réaliser dès ce soir, chacun peut réaliser dès ce soir. Il s'agit d'ouvrir peut-être la première page de n'importe quel livre, et en gros, on est assez vite fixé. Et moi j'ai une théorie comme quoi c'est presque quelque chose de chimique ou de magnétique. Soit on est happé par ce qui se passe, soit on est un peu hermétique, enfin on est un peu repoussé, et du coup, bon, il y a très peu de chances qu'en n'appréciant pas une première page de Thomas Bernhard, d'un seul coup on découvre à la page 120 que finalement on aime bien. Auteur autrichien, moi je l'ai découvert de manière assez marrante avec il n'y a pas si longtemps, peut-être 7-8 ans, avec un copain, on l'a découvert en même temps, on a commencé par lire Le Neveu de Wittgenstein, et ça, je me souviens, c'était en septembre, et septembre, octobre, novembre, on a lu un Thomas Bernhard par semaine. On a dû s'en faire 12 comme ça dans le trimestre, et jusqu'à arriver au stade d'où je suis à moitié sorti, pas complètement, où finalement je préférais relire Thomas Bernhard que lire n'importe quoi d'autre, et donc éventuellement revenir le soir tard en disant oh là là j'ai une autonomie de 10 minutes, donc bon allez je vais lire 2 pages, j'ai une autonomie d'un quart d'heure, je vais allez je tente un petit 4-5 pages, et tout le reste pendant très longtemps et encore un petit peu maintenant par moment me paraît fade par rapport à cette tension qui me touche de manière presque déraisonnable.
Qu'est-ce qu'il faudrait dire de Thomas Bernhard? Il y a une anecdote, je ne sais pas à quel point il faut présenter le bonhomme ou pas. Il y a une anecdote qui me plaît bien, qui en dit assez long sur le personnage, c'est que il est aussi dramaturge, il a écrit pas mal de théâtre, et dans son testament, alors je ne suis pas allé vérifier, c'est en tout cas une rumeur qui a été souvent colportée, dans son testament, il a insisté pour que ses pièces de théâtre ne soient pas jouées en Autriche. Donc il a une relation de NN vis-à-vis de l'Autriche. Et donc la légende veut que les Viennois qui ont envie de voir du Thomas Bernhard sur les planches sont obligés de se taper les 80 bornes jusqu'en Slovaquie, à Bratislava, qui est la grande ville la plus proche. Mais l'auteur a spécifiquement stipulé qu'il refusait que les Autrichiens aillent voir ses pièces. Alors là, je me suis rendu compte ce matin que c'était Maîtres anciens, mais j'ai pas tout lu de Thomas Bernhard, mais j'en ai lu un petit paquet. Il y en a au moins une dizaine que je recommande. Donc là, c'est l'histoire de Reger, qui est un critique d'art qui a à peu près 80 ans, qui tous les 2 jours va au musée d'art et va voir le même tableau pendant des heures et des heures, et parce que c'est le seul tableau qui mérite d'être vu, et c'est le seul tableau qui résiste un peu, parce que pour l'instant, la personne n'a que 80 et quelques années, pour l'instant, Reger n'a pas encore vu la faille dans cette œuvre d'art. Il y a toute une théorie dont je vais lire un passage qui est développée comme quoi chaque œuvre d'art, pour être humaine, doit receler une faille. Et donc voilà, celle-là, elle n'a pas été trouvée. Voilà, je vais lire, je vais attaquer tout de suite un passage. Juste avant de commencer, quand même, c'est le lieu commun sur Thomas Bernhard, c'est que c'est... Enfin, un lieu commun qui n'est pas complètement faux, c'est que c'est une littérature du ressassement, on a l'impression que c'est de la répétition et tout. Moi, ce qui me bouleverse vraiment, c'est à quel point il n'y a jamais une seule facilité, à quel point il n'y a pas un gimmick qui serait reproduit, une astuce qui fait que tous les livres se ressembleraient. Pour moi, c'est une pensée de logicien. C'est-à-dire, on est dans des, enfin, c'est pas des cercles, on est dans des formes de logique, de réfutation, de démonstration. Alors, la salle Bordonne est ma chambre de lecture comme de pensée. Et si par hasard j'ai envie d'une gorgée d'eau, Hirsigler m'en apporte un verre, donc c'est le gardien de musée. Je n'ai même pas besoin de me lever. Parfois, les gens s'étonnent quand ils voient qu'ici, assis sur une banquette, je lis mon Voltaire tout en buvant un verre d'eau pure. Ils sont ébahis. Ils secouent la tête puis s'en vont. Et c'est comme s'ils me prenaient pour un fou, jouissant d'une liberté de bouffon spécialement accordée par l'État. Chez moi, depuis des années, je n'ai plus un seul livre. Ici, dans la salle Bordonne, j'ai déjà lu des centaines de livres. Mais cela ne veut pas dire que j'aurais lu tous ces livres jusqu'au bout dans la salle Bordonne. De ma vie, je n'ai jamais lu un livre jusqu'au bout. Ma façon de lire est celle d'un feuilleteur supérieurement doué, c'est-à-dire d'un homme qui préfère feuilleter plutôt que lire, qui feuillette donc des douzaines, parfois même des centaines de pages, avant d'en lire une seule. Mais quand cet homme lit une page, alors il la lit plus à fond qu'aucun autre, et avec la plus grande passion de lire qu'on puisse imaginer. Je suis plus feuilleteur que liseur, sachez-le. Et j'aime feuilleter tout autant que lire, des millions de fois au cours de ma vie. J'ai plus feuilleté que lu. Mais en feuilletant, j'ai eu au moins autant de plaisir et de véritable jouissance de l'esprit qu'en lisant. Après tout, il vaut tout de même mieux que nous ne lisions que 3 pages d'un livre de 400 pages, 1000 fois plus à fond que le lecteur ordinaire qui lit tout, mais pas une seule page à fond, a-t-il dit. Mieux vaut lire 12 lignes d'un livre avec la plus grande intensité, donc de les pénétrer entièrement, comme on peut le dire, que de lire tout le livre comme le lecteur ordinaire, en italique je précise, qui à la fin connaît aussi peu le livre qu'il a lu que le passager d'avion, le paysage qu'il survole. Il n'aperçoit même pas les contours, c'est ainsi que les gens lisent aujourd'hui, à la hâte, ils lisent tout et ne connaissent rien. J'entre dans un livre et je m'y installe tout entier, rendez-vous compte, dans 1 ou 2 pages d'un ouvrage philosophique, comme si je m'apprêtais à entrer dans un paysage, une nature, l'agencement d'un état, un détail de la terre, si vous voulez, afin de pénétrer à fond et non pas mollement, sans ardeur, ce détail de la terre, de l'approfondir et ensuite, l'ayant approfondi, de déduire l'ensemble aussi complètement que j'en suis capable.
Celui qui lit tout n'a rien compris, a-t-il dit. Il n'est pas nécessaire de lire tout Goethe, tout Kant, pas nécessaire non plus de lire tout Schopenhauer. Quelques pages de Werther, quelques pages des affinités lectives, et pour finir, nous en savons plus sur ces 2 livres que si nous les avions lus d'un bout à l'autre, ce qui nous priverait en tout cas du pur plaisir. Mais pour nous restreindre avec autant de rigueur, il faut un tel courage, une telle force d'esprit qu'on ne peut les avoir que très rarement, et que nous-mêmes, nous les avons que très rarement. Tel le bafreur de viande, l'homme qui lit est vorace de la manière la plus répugnante. Et comme le bafreur de viande, il abîme son estomac et sa santé en général, sa tête et toute son existence spirituelle. Même un traité de philosophie, nous le comprenons mieux si nous ne l'avalons pas entièrement d'un seul coup, mais y piquerons un détail à partir duquel, si nous avons de la chance, nous retrouvons l'ensemble. Ce sont d'ailleurs les fragments qui nous donnent le plus grand plaisir. Tout comme la vie nous donne le plus grand plaisir quand nous la regardons en tant que fragment, et combien le tout nous paraît horrifiant et nous paraît au fond la perfection achevée. C'est seulement si nous avons la chance, lorsque nous en abordons la lecture, de transformer quelque chose d'entier, de fini, oui, d'achevé, en un fragment, que nous en retirons une grande et parfois la plus grande jouissance. Il y a déjà longtemps que notre époque, prise comme un tout, est devenue intenable, a-t-il dit. Ce n'est que là où nous voyons le fragment qu'elle nous apporte. Pardon, a-t-il dit. Ce n'est que là où nous voyons le fragment qu'elle nous est supportable, a-t-il dit. Le tout et le parfait nous sont insupportables, a-t-il dit. D'ailleurs, au fond, tous ces tableaux aussi, ici dans le musée d'art ancien, me sont insupportables. Pour être honnête, je les trouve affreux. Pour pouvoir les supporter, je cherche en chacun d'eux ce qu'on appelle un défaut rédhibitoire, procédé qui a toujours atteint son but jusqu'à présent, à savoir de transformer toutes ces œuvres d'art prétendument parfaites en un fragment, a-t-il dit. Non seulement la perfection menace sans arrêt de nous détruire, mais elle nous détruit. Aussi tout ce qui, sous l'appellation de chef-d'œuvre, est accroché ici au mur, a-t-il dit. Je pars de l'idée que la perfection, le tout n'existe pas. Et à chaque fois que j'ai transformé l'un de ces soi-disant chefs-d'œuvre, parfois accroché ici au mur, en un fragment, entre le moment où je me suis mis à chercher dans ce chef-d'œuvre un défaut rédhibitoire, le point décisif de l'échec de l'artiste qui a fait ce chef-d'œuvre, et celui où je l'ai trouvé, j'ai avancé d'un pas. Jusqu'ici, dans chacun de ces tableaux soi-disant chefs-d'œuvre, j'ai trouvé un défaut rédhibitoire, j'ai trouvé et dévoilé l'échec de son créateur. Depuis plus de 30 ans, ce calcul infâme, comme vous pourriez le penser, s'est révélé juste. Aucun de ces chefs-d'œuvre mondialement connus, peu importe leur auteur, n'est en vérité un tout et parfait. Cela me rassure, a-t-il dit. Au fond, cela me rend heureux. C'est seulement lorsque nous nous sommes rendus compte à chaque fois que le tout et la perfection n'existent pas, que nous avons la possibilité de continuer à vivre. Nous ne supportons pas le tout et la perfection. Nous devons aller à Rome et constater que l'église Saint-Pierre est une pièce montée de mauvais goût, l'hôtel du Bernin une stupidité architectonique, a-t-il dit. Nous devons voir le pape face à face et constater personnellement, en italique, qu'il est tout compte fait un personnage tout aussi désespérément grotesque que tous les autres pour pouvoir tenir le coup. Nous devons écouter Bach et entendre comme il échoue, écouter Beethoven et entendre comme il échoue, même écouter Mozart et entendre comme il échoue. Et c'est ainsi que nous devons également procéder avec les soi-disant grands philosophes. Même si ce sont nos artistes préférés sur le plan de l'esprit, a-t-il dit. Tout de même, nous n'aimons pas Pascal parce qu'il est tellement parfait, mais parce qu'au fond, il est tellement impuissant. Tout comme nous aimons Montaigne pour son impuissance, passant toute sa vie à chercher et ne trouvant pas Voltaire à cause de son impuissance. Nous n'aimons d'ailleurs la philosophie et les sciences humaines dans leur ensemble que parce qu'elles sont absolument impuissantes. En vérité, nous n'aimons que les livres qui ne forment pas un tout, qui sont chaotiques, qui sont impuissants. C'est la même chose pour tout, a dit Reger. De même, nous ne nous attachons tout particulièrement à un être que parce qu'il est impuissant et incomplet, parce qu'il est chaotique et imparfait. En lisant, je repensais à Moupak. Je me souviens plus du nom de l'auteur de Moupak. Oui, Josy Polissi. Qui manifestement a dû lire... qui a dû lire Thomas Bernard. Je vais relire un autre passage, une petite page. Il évite le soleil, il ne fuit rien tant que le soleil. Je déteste le soleil, vous savez, je déteste le soleil plus que tout au monde, dit-il. Ce qu'il préfère, ce sont les jours de brouillard. Les jours de brouillard, il sort déjà très tôt de chez lui, il fait même des promenades, ce qu'il ne fait pas d'habitude, car au fond, il déteste se promener. Je déteste me promener, dit-il. Cela me paraît absurde. Je marche et je marche en promenade, et je ne cesse de me dire que je déteste la promenade. Je n'arrive pas à penser à autre chose. Je ne comprends absolument pas qu'il y ait des gens qui puissent penser en se promenant, puissent penser à autre chose, sinon qu'il est absurde et vain de se promener, dit-il.
Ce que je préfère, c'est marcher de long en large dans mes appartements, dit-il. C'est alors que me viennent les meilleures idées. Je peux rester des heures debout à la fenêtre et regarder dans la rue. C'est une habitude que j'ai prise dans mon enfance. Je regarde en bas dans la rue et j'observe les gens et je me demande qui sont ces gens, ce qui les fait circuler là en bas dans la rue, continuer à marcher. C'est en quelque sorte ma principale occupation. Je me suis toujours préoccupé exclusivement des hommes. À vrai dire, la nature ne m'a jamais intéressé. Tout en moi s'est toujours rapporté aux hommes. Je suis pour ainsi dire un fanatique des hommes, a-t-il dit. Naturellement pas un fanatique de l'humanité, mais un fanatique des hommes. Seuls les hommes m'ont toujours intéressé, a-t-il dit. Parce que par nature, ils me repoussaient. Rien ne m'attire plus intensément que les hommes, et en même temps, rien ne me repousse plus radicalement que les hommes. Je déteste les hommes, mais ils sont en même temps mon unique raison de vivre. Voilà, je crois qu'on a vraiment un concentré du propos. Je pense que là, voilà, il y a peut-être déjà une ligne de démarcation. On voit si on accroche à ce type de propos ou pas. Donc celui-ci, c'était Maîtres anciens. Alors, tiens, on pourrait parler de celui-là. David Mitchell, sans doute la plus vilaine couverture actuellement dans le marché, sur le marché. Ah, donc, le livre a été rebaptisé Cloud Atlas. Quand je l'ai lu, il s'appelait Cartographie des nuages. Il était sorti chez l'Olivier il y a, je sais pas, quelques années. Et il lui arrivait à la fois un bonheur et un malheur à ce livre, c'est qu'un film en a été tiré, dont j'ai entendu beaucoup de mauvaises choses, mais que je n'ai pas vu. Et donc évidemment, pour être un peu raccord avec le titre du film, il est redevenu Cloud Atlas, qui est le titre anglais. Mitchell, c'est un jeune Britannique plein d'espoir, un peu comme Simon Pegg ici présent. Pour moi, c'est un livre par où commencer. Pour moi, il est sous le double patronage, peut-être ou double, je sais pas quoi, tutelle, peut-être des Palmiers sauvages de Faulkner, et puis de Si par une nuit d'hiver, un voyageur d'Italo Calvino, dans le sens où il y a une construction, il y a la volonté de l'auteur de bien signifier que quand on raconte une histoire, on est le maître à bord, et puis on peut arrêter ou jouer avec. Donc dans Les Palmiers sauvages, je ne sais pas si certains l'ont lu, c'est en alternance deux histoires qui ne sont pas à voir d'Europe. Il y a eu un nouveau titre d'ailleurs, enfin une nouvelle traduction, et le titre initial et extrait de la Bible est réapparu. Donc Les Palmiers sauvages, c'est un titre, c'est pas le seul titre de ce texte. Enfin bref, dans ce texte de Faulkner, petite parenthèse, un chapitre sur deux, enfin l'histoire avance sur deux registres, et c'est simplement à la fin qu'on comprend qu'il y a une sorte d'écho, de soubassement, de rapport entre les deux. Mais ça ressemble quand même à deux novellas, deux grandes nouvelles. Italo Calvino, tel que je m'en souviens, ça fait longtemps que je ne l'ai pas lu, c'est grâce à une série de stratagèmes, une série de premiers chapitres, et puis à chaque fois on bascule à autre chose, sous prétexte de manuscrits perdus, de traductions, de trucs égarés, etc. Et alors là, donc, Cloud Atlas, si je voulais en parler d'une façon qui va donner à personne envie de le lire, je dirais que c'est en fait un amalgame de 5 histoires, de 5 novellas, de 5 grosses nouvelles, qui s'arrêtent de manière abrupte, qui convergent vers un centre, et puis donc on a la nouvelle 1, 2, 3, 4, 5, un centre, et ça repart 5, 4, 3, 2, 1. J'ai pas envie de raconter chaque novella, parce que c'est pas très intéressant en soi. Il faut simplement savoir qu'il y a une histoire qui se passe en 1850, il y en a une autre qui se passe en 1930 dans le milieu de compositeurs, une histoire d'adultère. Après on saute dans le temps, bref, on avance dans le temps, on file vers un avenir, et puis on repart à rebours. Donc voilà, là, présenté comme ça, c'est sûr que personne ne va avoir envie de le lire. Mais j'assume parce qu'en fait, c'est un vrai mystère pour moi. Contrairement à pratiquement tous les autres que je vais présenter, je l'ai pas relu 5 fois, ce livre-là. Et en revanche, je crois que les conditions dans lesquelles j'ai découvert ce livre ont pas mal d'importance. J'ai accompagné ma fille, d'ailleurs une fois de plus grâce à Simon, à Munich il y a quelques années, chez sa correspondante. Et puis moi, il fallait que je trouve
fallait que je trouve un squat. Donc j'ai trouvé quelqu'un chez qui habiter pendant une semaine, pendant que ma fille apprenait l'allemand. Et je me suis retrouvé dans des conditions de relative solitude où je traduisais pendant la journée et j'avais quand même pas mal de temps pour lire. Et je me dis que ça a été la chance pour moi et pour ce livre, parce qu'on avait les conditions pour se rencontrer. C'est quand même un texte qui fait 700 pages. Et je me dis que peut-être dans un milieu urbain un peu rapide et tout, ça arrive qu'on n'ait pas le courage de se lancer dans des grands projets comme ça. Et j'en garde un souvenir. Alors là, je l'ai relu par partie, c'était un tout aussi grand plaisir. Mais voilà, j'ai eu la chance de le lire en 4-5 jours parce que j'avais que ça à faire et c'était un régal. Alors, est-ce que ça a un sens? Qu'est-ce que tu dis? C'est un livre idéal pour cet été. Ah, exactement. Alors il y a quand même un truc, mais ça j'avais pas du tout réalisé, à croire qu'il y a des fois des dessins qui nous échappent. Donc c'est une sorte de, pas de millefeuille, mais de 1, 2, 3, 4, 5, on a un milieu, puis on repart dans l'autre sens, on renoue avec l'histoire commencée au début. Et en fait je me suis rendu compte après coup que le cœur de ce roman, qui est écrit dans un langage très effondré, est probablement, je pense pas que l'auteur s'en défendrait, probablement directement inspiré de Russell Hoban. Et j'en lis un tout petit passage parce que c'est pas possible de pas y penser. Donc voilà, le principe quand même, je suis peut-être un peu confus. Donc le principe, c'est qu'on avance dans l'histoire, on part de 1850, 1930, et puis on se retrouve dans un premier futur qui est assez conforme au cliché qu'on peut avoir de la science-fiction, d'une société totalitaire, on travaille. Et puis arrive le cœur du livre où tout s'est effondré. Alors là, c'est un genre aussi en soi, le genre post-apocalyptique, mais j'en lis quelques pages parce que là, en le relisant dernièrement, j'ai pas pu m'empêcher de quand même penser à Russell Hoban. J'en lis quelques lignes. Adam, mon frère, Pippa et moi, on revenait du marché d'Onoka, pas les routes boueuses, en tirant notre charrette clattée à l'essieu, puis nos vêtements détrempouillants. La nuit nous a vite rattrapés, alors on a campé sur la rive sud à la croisée de Slusha, parce que la rivière Waipio s'était enfougouée de plusieurs trompes puis gonflée de la marée de printemps. Les terres de Slusha étaient aimables mais marécageuses. J'ai l'impression de lire du Henning Marshall. Bon, voilà, je continue pas, mais il y a cette petite chose intrigante là. Comme si 4-5 ans avant que je traduise ce texte, il y avait déjà une sorte d'insémination inconsciente. Voilà, donc malgré la façon dont j'en ai parlé, je recommande vivement ce bouquin que j'aime énormément. Cloud Atlas de David Mitchell. Qui l'a traduit là, en l'occurrence? Alors c'est une très bonne question, ça a été fort bien traduit par Manuel Berry. Wallace Stegner, 5 seulement de ses livres en français ont été traduits en français, il a écrit beaucoup plus. C'est un auteur américain qui a eu en... J'ai des antisèches. Il a eu le National Book Award en 1977 et accessoirement, il était prof d'écriture à Stanford et il a eu comme élèves des gens comme Tom McGowan, Ken Kesey et Gordon Lish, le fameux éditeur de Carver, entre autres. Alors ça, c'est un auteur extrêmement bien traduit d'ailleurs par Éric Chédaillé, que j'ai jamais rencontré mais avec qui j'ai pu échanger, qui est c'est bon à savoir peut-être, c'est un spécialiste de tout ce qui est marine. Si dans cette salle il y a des traducteurs qui ont des fois des problèmes de voile et tout, le type est vraiment extrêmement calé sur la question. Alors de quoi s'agit-il? C'est l'histoire d'un couple de plus de 70 ans dont on comprend très vite que le mari a travaillé dans l'édition à New York. Ils habitent maintenant près de Palo Alto en Californie. Et on a une narration sur 2 plans, c'est-à-dire qu'on a le quotidien de ce couple assez âgé qui est raconté avec beaucoup de précision, d'ironie, c'est vraiment charmant. Et parallèlement, l'homme qui s'appelle Joe Alston fouille dans ses papiers, puisqu'on comprend qu'il a écrit toute sa vie, et entre autres, il exhume un carnet intime, un journal qu'il a rédigé
20 ans auparavant, à l'époque où, avec sa femme, ils avaient rendu visite à une princesse danoise, désargentée, qui louait son appartement pour se faire un peu d'argent. Et donc voilà, on est sur ces deux plans, et en fait, il y a à l'arrivée, il y a une sorte, on peut même pas parler d'adultère, mais il y a une sorte de trou un peu caché, où finalement il y aura eu une tentative, une attirance réciproque entre le mari qui est en train de lire le journal à sa femme et cette princesse. Et en fait, c'est une véritable... Enfin, il y a toute une série de révélations. J'ai pas intérêt à trop en dire non plus là-dessus. Je me dis, j'en dis pas trop. Voilà, sur l'intrigue, disons, je vais pas en dire davantage. Je vais en lire un passage parce que je trouve que c'est une prose magnifique. Alors c'est un passage... après, on fera peut-être une pause après celui-là, non ? Je commence à avoir le gosier sec. Alors ça, c'est assez marrant, c'est un auteur à succès qui rend visite à cet homme vieillissant et qui est relativement arrogant et voilà, il y a une mise en scène de ce personnage qui est accompagné de son attaché de presse qui est en train ou qui est déjà devenue sa maîtresse manifestement, qui s'appelle Miss McElveny. Donc voilà, histoire d'entendre un peu la plume de Wallace Stegner. Donc, l'auteur à succès italien rend visite à Wallace Stegner et sa femme. Et le narrateur est donc ce vieux monsieur, ancien éditeur. Je me suis mis à inspecter Miss McElveny, exactement le genre de créature que Cesare, c'est l'auteur donc, collectionne. D'ailleurs, elle aussi me faisait repenser à notre dernier séjour à Rome, à ce rendez-vous que m'avait demandé une jeune américaine qui voulait que je m'entremette pour lui obtenir une avance sur manuscrit et appuyer sa demande de bourse auprès de la fondation Guggenheim. Elle travaillait si bien à Rome qu'il lui fallait absolument y passer une année supplémentaire. Elle m'avait à 2 ou 3 reprises donné à entendre qu'elle était prête à tout pour y parvenir. Je n'avais pas été en mesure de l'aider, autant qu'elle l'aurait voulu. Et je l'avais aperçue 3 jours plus tard à une table de la Via Veneto, souriant comme sourit une chatte qui vient d'avaler un bourdon, cependant que le plus grand romancier italien vivant, Cesare, la gratifiait, les yeux dans les yeux, de son meilleur monologue à la D'Annunzio, dont il était présentement en train de me servir une version. À côté de Cesare Rulli, Ben Alexander lui-même passerait pour taciturne. Il s'intéresse à tout ce qui bouge. Seul ce qui est paisible lui échappe. Il ne sait pas rester tranquille. Assis, il va se déplacer alentour en faisant pivoter sa chaise sur un pied, comme s'il s'agissait d'un tabouret à traire. Debout, il sautille d'un pied sur l'autre, ou bien il décrit de grandes enjambées marquées d'une impétueuse boiterie, due, dit-il, à une balle allemande reçue au temps où il combattait dans la résistance. Je ne saurais pas plus me prononcer sur son attitude pendant la guerre que sur l'origine de cette claudication. Peut-être l'a-t-il emprunté à Lord Byron et s'en est-il si bien trouvé qu'il aura omis de la lui rendre. C'est une mouche dans une bouteille, un hanneton derrière une moustiquaire. Là où un autre frémit, il bout. Là où un autre bouillonne, il entre en éruption. Il ne s'est guère attardé sur le brutto tempo ni sur ce paysage aux airs d'ombrie. Il a très vite embrayé sur San Francisco, dont il est bien sûr tombé amoureux. Une ville du monde, plus européenne qu'américaine, un endroit plein de vie et de mouvement, une cité qui sait ce que jouer veut dire. Lui et sa féline accompagnatrice ont apparemment tout fait, y compris 2 ou 3 de ces boîtes de North Beach dites topless bottomless, où ils sont allés traîner après la soirée chez le consul. « Tu vis dans un coin magnifique », m'a-t-il lancé avec un grand geste qui a obligé Miss McElveny à placer les 2 mains en protection autour de son verre de sherry. « Bello, bello ! Vrai, on jurerait l'Ombrie. Avec des cyprès, ce pourrait être la Toscane. Mais un point me chiffonne, Giuseppe. Pourquoi la campagne? Pourquoi n'habites-tu pas à San Francisco ?» J'ai répondu que nous n'en sommes guère éloignés, que lorsque l'envie nous en prend, ce qui n'arrive guère plus d'1 fois par mois, nous y sommes en moins d'1 heure, qu'en général, lorsque nous y allons, c'est simplement pour voir une exposition, ou nous promener dans Golden Gate Park. Golden Gate Park, a-t-il demandé à Miss Egan. On l'a fait, ça? Je n'ai pas considéré que cela figurait en priorité parmi les curiosités que vous n'auriez pas voulu manquer. Il lui a lancé un tel regard fondant et sucré que je me suis demandé si je n'allais pas, par discrétion, quitter la pièce quelques minutes.
Avevi ragione, a-t-il dit. Tu as bien fait. Il a porté son verre à ses lèvres. J'ai vu que ses yeux fixaient le lointain, quelque part à l'autre bout du salon. Il y avait là-bas, sur le dessus de la bibliothèque, les moules à cake et au-dessus, oubliés dans l'affolement, les œuvres complètes d'Oates, d'O'Connor, d'O'Neill et de Catherine Anne. Il a traversé la pièce pour aller y jeter un œil, puis, après un survol dédaigneux des différents titres, s'en est revenu toujours claudiquant. Ce n'est pas pour t'impressionner avec la concurrence que je les ai disposés ainsi, c'est parce qu'il y a une fuite et qu'ils étaient mouillés. Les tiens se trouvent en bonne place, bien au sec, un peu plus loin sur l'étagère. Il a grogné en me regardant de part et d'autre de son verre. Alors comme ça, tu préfères la campagne? Qu'est-ce que tu fais à part mettre des gamelles là où ça goûte et pelleter la gadoue? Tout en m'étudiant, il sirotait son verre en ourlant les lèvres, avec cette expression crispée, pensive, satisfaite du cheval qui boit de l'eau glacée. Je n'aurais pas été autrement surpris qu'il y trempât le nez. « Et qui écrit par ici? Avec qui tu discutes ?» Je lui ai répondu qu'il y avait des écrivains d'un bout à l'autre de la péninsule, mais pas de vie littéraire telle qu'il la concevait, ni bar, ni pub, ni terrasse de café, où ces gens se seraient retrouvés pour parler boutique et soulever la femme ou la petite amie du copain. Qu'éditeurs et agents se trouvaient tous à New York, que les auteurs du coin avaient recours au service de la poste, système économiquement très intéressant. Plissant les paupières d'un air amusé, il a attiré sur moi d'un haussement de l'épaule et du sourcil l'attention de mademoiselle Lachatte. Regarde bien cet homme. Naguère, il avait le goût et l'usage du monde. Il bouillait d'énergie. Il aimait la conversation, l'effervescence, les gens, les grandes réunions, les jolies femmes, les discussions littéraires. Et aujourd'hui, il est assis sur une bouse de vache à scruter des brins d'herbe. Il joue les rossignols remisés dans l'arrière-boutique. Tiens, tu as là-bas la preuve qu'à rester en rayon, on risque de moisir. Ta femme n'a pas mérité ça. C'est un ange, je l'adore. Elle devrait se trouver là où ça bouge. Un jour, elle va te regarder, devenir triste, triste, triste. J'aurais voulu que tu sois avec nous à San Francisco. Rentre avec nous ce soir. Je vais rester une soirée de plus, on va s'en payer une tranche. En plus du Golden Gate Park, à quoi bon t'enterrer dans cette ombrie en simili, remuer de la bouillasse et batailler contre une nature quasiment vierge de toute civilisation? C'est le meilleur moyen pour devenir un vieux crouton. Voilà qu'il me réservait le grand air du « dormir à la campagne et vivre en ville avec fifres et timbales ». Après que je suis arrivé, il n'a plus du tout regardé dehors, bien que ce qui s'y passait fût spectaculaire et même inquiétant. Jusqu'à ce que Ruth, sa femme donc, annonce que le déjeuner était servi. Prévoyant de nouvelles défaillances de la Pacific Gas Electricity, elle avait disposé des chandelles sur la table. Il s'est fait le chantre de la vie intramuros, l'air de s'adresser à un collégien, et pas des plus brillants, il m'a littéralement expliqué que le mot civilisation venait de kiwis et le mot urbanité de ours, me signifiant par là que l'homme que j'étais ne pouvait s'enterrer à la campagne sans que le monde civilisé en pâtît. Puisque nous en étions à ce sujet, sur lequel j'ai pas mal réfléchi, je lui ai rappelé quelques autres mots. Arcadien, avec ses connotations mélioratives, et civilité, qui avaient peut-être jadis caractérisé le kiwis, mais en était aujourd'hui passablement éloigné. J'ai dit que si j'avais le choix, j'aimais autant être suburbain. J'ai ajouté qu'il y avait bien assez de gens dans le coin sans que j'aille leur courir après, et que je préférais la compagnie des livres. Quant aux jolies filles et à l'amore, j'ai cité approximativement Aldous Huxley. Tôt ou tard, chacun en arrive au point où il ne peut tenir oui pour une réponse. Miss McElveny, qui sirotait son sherry, dont le niveau avait à peine baissé et qui suivait la conversation derrière ses cils de chamel, manqua de s'étrangler en entendant cela. Mais rien ne pouvait distraire bien longtemps César de son dada, les femmes. Il les a amenées à table avec lui et nous en a dressé le catalogue. Les civilisatrices, les consolatrices, les servantes, les houris, les déesses, les objets de vénération, les ménagères, les matriarches. Il nous a tourné un exposé digne d'un roi du pétrole. Miss McElveny ne le quittait pas des yeux et n'en perdait pas une miette. De même que Minnie, la dame de maison, qui trébuchait autour de la table dans des chaussures propres mais encore humides et dont la blouse blanche ballonnait lorsqu'elle présentait les plats aux convives, les yeux rivés sur la physionomie animée de César, le pouce trempant confortablement dans la sauce. Toutefois, après avoir fait donner les plus belles pièces de son arsenal pyrotechnique, César a commencé de mollir. Lorsque Minnie l'a emporté, son assiette était encore à moitié pleine. Il buvait le vin de Hongrie sans le moindre commentaire, presque avec de l'agacement. J'avais la nette impression qu'il était de plus en plus étonné de ce que nous l'eussions convié à déjeuner en famille. Pourquoi n'étions-nous que nous deux? Pourquoi n'avons-nous pas lancé d'autres invitations en son honneur? Pourquoi, alors que nous étions de toute évidence à l'aise financièrement, avions-nous choisi de manger dans la cuisine comme des paysans et sans la stimulation d'autres convives? Pourquoi n'avions-nous pas compris qu'un romancier célèbre goûte un auditoire plus fourni? À une ou deux reprises, il a laissé vaguer son regard sur Miss McElveny. Il lui tardait de s'en aller. À 2h30, alors que nous finissions de prendre le café au salon, elle s'est levée pour dire sa réplique. Il leur fallait prendre congé.
par ce temps de chien, ils allaient mettre un moment pour rentrer. Or, ils avaient des rendez-vous. Comme c'était aimable de notre part de lui avoir permis d'assister à nos retrouvailles dans l'entrée, Césarée nous a serrés dans ses bras. D'abord Ruth, puis moi, m'appliquant des tapes dans le dos, comme s'il était Antoine et moi et nos Barbus. Quand viendrions-nous à Rome? Il tenait absolument à en être avisé. Il fallait que quelqu'un nous arrache à notre Thébaïde et nous rende à la civilisation. Quant à ce déjeuner, qui nous avait permis de nous voir, même de façon si brève, mille grazie, et arrivederci, et venga à Roma. Mesdames, messieurs, je vais être beaucoup plus bref au deuxième set qu'au premier set. Je vais monter au filet à chaque service quasiment. Alors je vais parler de Julio Cortázar, que tout le monde connaît, au moins grâce à Marel. Argentin, auteur argentin qu'on a parfois à tort rapproché de Borges. C'est peut-être un... Bon, c'est un livre, même s'il était primé, qui est sans doute moins connu que Marel. J'aime beaucoup le livre de Manuel parce que le dispositif, c'est un bébé latino-américain est élevé à Paris, et donc il y a une bande de gauchistes joyeux révolutionnaires qui gravitent autour de ses parents et qui se disent on va bâtir un livre qui sera le livre de lecture de Manuel, à la fois pour ses premiers pas dans la lecture, mais plus généralement pour qu'il ait une sorte de mémoire concrète de ce qu'il a pu vivre. Et alors, finalement, avec rétrospective, je crois que c'est un livre qui est sorti, je ne sais plus, en 73. Et alors, quand on le lit en 2013, il y a un charme qui était peut-être pas évident à l'époque, mais qui est légèrement suranné, et qui est l'excitation pour des gens venant d'en dehors de la capitale, et qui plus est d'un autre continent, d'arriver à Paris et de vivre à Paris. Et voilà, c'est une des choses qui me fait le plus vibrer. Je vais lire un passage. Alors, j'ai choisi des passages très courts, de manière à ne pas déborder, et qui explique, c'est le tout début du livre en fait, qui explique le dispositif. Pour des raisons qui tombent sous le sens, j'aurais été le premier à découvrir que ce livre non seulement ne paraît pas ce qu'il veut être, mais paraît souvent ce qu'il ne veut pas être, et c'est ainsi que les tenants de la réalité en littérature vont le trouver quelque peu fantastique, tandis que les mordus de la littérature de fiction déploreront son alliance délibérée avec l'histoire de nos jours. Il est bien évident que les choses qui se passent ici ne peuvent pas se passer d'une façon aussi invraisemblable. Dans le même temps, les purs éléments de l'imagination se voient annulés par de fréquents renvois au quotidien et au concret. Personnellement, je ne regrette pas cette hétérogénéité qui a même fini, heureusement, par ne plus me sembler telle après un long processus de convergence. Si pendant des années j'ai écrit des textes relatifs aux problèmes latino-américains, en même temps que des romans ou des nouvelles, d'où ces problèmes étaient absents ou n'affleuraient que par la bande, ici et aujourd'hui, les eaux se sont mêlées, mais il n'a pas été facile de concilier les deux courants, comme le montre peut-être l'itinéraire confus et tourmenté d'un des personnages. Le rêve que fait cet homme, je l'ai effectivement rêvé au moment où je commençais à écrire ce livre, et comme tant de fois dans mon incompréhensible métier d'écrivain, ce n'est que bien plus tard que je me suis rendu compte que ce rêve faisait lui aussi partie du livre, contenait même la clé de cette convergence d'action jusque-là isolée. Dans cette perspective, on ne sera pas surpris de trouver de fréquentes insertions de coupures de presse. Des coïncidences et des analogies stimulantes me conduisirent dès le début à accepter une règle du jeu des plus simples, celle de faire participer les personnages à cette lecture quotidienne des journaux sud-américains et français. J'ajoute par parenthèse que le côté très jouissif, c'est que le lecteur a lui aussi l'impression de participer à l'élaboration du livre. J'espérais naïvement que cette participation aurait une influence plus nette sur les comportements. Par la suite, je me suis aperçu que le récit en tant que tel n'assimilait pas totalement l'irruption de tous ces problèmes qui mériteraient une tentative plus heureuse que la mienne. En tout cas, je n'ai pas choisi les matériaux extérieurs, simplement les nouvelles du lundi ou du jeudi qui coïncidaient avec les soucis des personnages à ce moment-là furent incorporés dans le cours de mon travail du lundi ou du jeudi. Certaines informations furent délibérément réservées pour la partie finale, exception qui rendit cette règle plus acceptable. Il conclut cette espèce d'introduction en disant « Les livres doivent se défendre tout seuls, et celui-là le fait comme un chat qui se roule sur le dos toutes les fois qu'il le peut. » Je veux simplement ajouter que son ton général qui va à l'encontre d'une certaine conception de la façon dont on doit traiter ces thèmes est aussi éloigné de la frivolité que de l'humour gratuit.
Je crois plus que jamais que la lutte pour le socialisme en Amérique latine doit affronter l'horreur quotidienne avec la seule attitude qui un jour lui donnera la victoire, en gardant précieusement, jalousement, la capacité de vivre telle que nous la souhaitons pour ce futur, avec tout ce qu'il impose, tout ce qu'il suppose d'amour, de jeu, de joie. L'image bien connue de la jeune nord-américaine qui offre une rose aux soldats, baïonnette au canon, ne cesse pas d'être un exemple de la distance qui nous sépare, l'ennemi et nous. Mais qu'on se garde d'interpréter cette rose comme un signe platonique de non-violence, d'espoir ingénu. Il y a des roses blindées, comme les a vues le poète, il y a des roses de cuivre, comme les a inventées Roberto Arlt. Ce qui compte, ce que j'ai essayé de raconter, c'est le geste affirmatif face à l'escalade, du mépris et de la peur. Et cette affirmation doit être la plus solaire, la plus vitale de l'homme. Sa soif érotique et ludique, sa libération des tabous, son exigence d'une dignité partagée, sur une terre libérée de l'horizon journalier de crocs et de dollars. Avec un décalage de 40 ans, je trouve que ça reste resplendissant. Traduit l'espagnol par Laure Guille Bataillon. Le livre de Manuel de Julio Cortázar. Ce qui n'empêche pas de lire quasiment tous les autres. C'est un novelliste, hein, donc écrit beaucoup d'histoires courtes. Je vais être beaucoup trop bref pour ce très beau roman qui a été réédité juste à temps. Reinhard Tiergel, roman du temps nerveux. Je vais peut-être parler de la façon dont j'ai rencontré ce livre. En fait, je me suis retrouvé à une rencontre en librairie avec l'auteur, l'éditeur et son épatante traductrice Martine Raymond. Et un signe qui ne trompe pas, c'est que quand je suis rentré après la lecture, après avoir bu quelques coups comme il se doit, j'ai dû en lire 60 pages le soir même. Et je me souviens très bien de la traductrice qui était venue en librairie, qui avait apporté un classeur entier de centaines de pages avec vraiment toutes ces recettes de cuisine, les algorithmes, la façon dont elle avait travaillé, c'était passionnant. Et je la vois encore à la fin de soirée en disant oh mais j'ai pas eu le temps d'expliquer. Et c'est vrai que de toute façon, je rendrai pas grâce à ce livre que je trouve épatant. Il y en a que 2 de Reinhard Tiergel qui ont été traduits en français pour l'instant. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet, il y a 2 façons de procéder. Je peux peut-être quand même parler de la forme. Je ne sais pas s'il y en a qui ont eu une bonne vue parmi vous. La page de Reinhard Tiergel est quand même très impressionnante en termes de typographie. Non seulement il jongle avec l'italique, le caractère gras, il y a toute une série d'astuces qui sont évidemment loin d'être gratuites et absolument justifiées, mais un art de jongler avec la ponctuation, de glisser entre autres des points d'exclamation au début de mots, des 2 points collés ou alors au milieu de mots. Il y a des carambolages lexicaux qui sont assez splendides, des tirés qui sont sans doute l'écho de la langue allemande, mais qui sont des vraies trouvailles en français. Là, une fois de plus, chaque page qui me plaisait, je l'ai corné. Le bouquin est totalement corné. L'autre façon de parler de ce livre, c'est quand même de dire que ce sont 2 personnages, un garde-frontière, ça se passe en Allemagne. Il y a 2 lignes de convergence vers Berlin, entre 2000 et 2002, disons, mais avec tout un pan de l'histoire allemande. Donc on a d'une part un garde-frontière en Allemagne de l'Est, frontière avec la Pologne, et d'autre part un journaliste un peu en rupture de banc, on pourrait dire, qui vient de Hambourg. Quand j'ai dit ça, j'ai pas dit grand-chose quand on voit ce que j'ai entre les mains. Je vais essayer d'être bref, de lire un tout petit passage. Je vais lire un passage court. Plus qu'un long discours. Donc ça, c'est un des personnages qui, à la page 311, d'un seul coup, raconte son histoire. Après le baccalauréat, alors oui, avant quand même de lancer par rapport à certains textes qui étaient légers et tout, moi j'hésite pas du tout à dire qu'il y a, je sais que je vais déborder sûrement, mais j'essaie d'être bref quand même. Je
je fais je fais un rapprochement évident en fait avec Richard Powers, même s'ils écrivent pas dans la même langue, paradoxalement par l'esprit de sérieux. C'est-à-dire que, et qui dans ma bouche est quelque chose une très belle chose en fait. C'est-à-dire que les considérations de divertissement, d'entertainment, de faire des trucs chouettes et sympas, c'est pas du tout le propos ni de Richard Powers ni de Reinhard Tiergel. Donc quand on part dans ce texte, comme moi ça m'est arrivé et donc ça fait partie de ces livres que j'ai relus, on est vraiment parti à la fois dans une narration de fiction, mais dans l'histoire de l'Allemagne, dans des réflexions assez poussées, et Reinhard Tiergel par ailleurs est quelqu'un de très sympathique et tout, mais c'est pas spécialement l'énorme rigolade. C'est pas pour ça que c'est triste, hein, c'est extrêmement excitant à lire, je trouve. Mais bon, voilà, ça méritait peut-être d'être précisé. Du précaution. Ouais, non. C'est un allemand, quoi. Comment on peut Je l'attendais. Après le baccalauréat, je me suis marié avec mon ami du jardin d'enfants. Au fil des années, nous étions restés très liés. Non, c'est-à-dire il se passe plus de choses dans les yeux que dans la voix, pour le coup, comme certains livres, parce que la typographie... Donc là, quand je lis très lié, il y a un signe égal entre le trait et lié. Je vous épargne les détails, vous irez voir par vous-même, mais considérez qu'il y a une petite déperdition de 70%, je dirais, entre ce que je lis et ce que je vois. Au fil des années, nous étions restés très liés, jamais le temps tout-puissant n'avait réussi à nous séparer. Mais elle ne pouvait pas avoir d'enfant, le médecin disait que le problème remontait à sa naissance, qu'il n'y avait rien à faire. Cette annonce nous rapprocha davantage et nous avions chacun notre travail. Autrefois, j'ai été garde-frontière dans la NVA, un poste à la frontière avec la Pologne. La RDA a refermé la frontière en 81, au moment où Solidarność soulevait le pays. C'est devenu une frontière avec un pays ennemi, presque comme la frontière avec l'Ouest. La situation dura jusqu'en 1989. Le mot est écrit sans espace. Après le démantèlement de la NVA, nous autres gardes-frontières avons été intégrés au Bundesgrenzschutz. Ma femme était et resta professeure dans un lycée de Francfort. Moi, je me retrouve Francfort sur l'Oder. Ma femme était et resta professeure dans un lycée de... Donc, je me retrouvais dans la police, mais la frontière n'avait pas changé, la frontière avec la Pologne. Ma femme et moi avions fait de notre mieux. Jamais nous ne nous étions salis les mains, ni avant ni après le tournant. Ce que les Allemands appellent le tournant, je crois que c'est dit 22, c'est ce que nous on appelle la chute du mur. Et le temps passé, c'était quoi les années puisque nous vivions ensemble? Qui aurait pu nous séparer? Personne. Et qu'y a-t-il de plus dangereux que les gens? Quand ma femme est morte il y a 5 ans, l'espace de 2 semaines, personne ne s'y attendait, le cancer ne lui avait pas accordé plus de temps, un gouffre sans fond s'ouvrit devant moi, je n'arrivais pas à le croire. Ce qui était arrivé en l'espace de 2 semaines seulement, nous les inséparables séparés pour toujours, demain tu seras de retour, je le murmurais encore devant sa tombe, comme un enfant buté, personne n'est jamais revenu. Les pneus qui crissent par les rues, la première neige de cet hiver n'a pas tenu longtemps, la bruine l'a fait fondre, elle s'étale, lourde et humide en bordure des rues, comme des nuages gris sales, et ça file à travers la nuit. Je vais en rester là, j'ai envie de lire tout le bouquin, mais ça va être un peu difficile. Voilà, Renégat, roman du temps nerveux de Reinhard Tiergel, traduit par Martine Raymond, aux éditions Kidam. Je vais dire quelques mots de Dennis Johnson, qui a écrit un pendu ressuscité. J'ai envie de parler d'un pendu ressuscité, mais je pourrais parler de Jesus Son, qui a recueilli des nouvelles, de Angels, des anges. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre? Déjà mort, qui était le premier livre de lui que j'ai lu, qui est absolument épatant. Dennis Johnson, je le mettrais volontiers dans la catégorie peut-être des Jim Dodge ou des Thomas Pynchon. Ça me fait penser un peu à ce que Claro a fait avec les diamants. C'est quoi le titre? Son dernier bouquin. Tous les diamants du ciel, c'est-à-dire l'idée que non seulement les personnages se droguent, ça c'est bon, on connaît, mais c'est surtout le texte qui est drogué. C'est-à-dire le texte qui est un reflet de la modification de perception. Et c'est assez... moi, c'est un truc que j'adore chez Dennis Johnson, qui a écrit aussi des textes plus journalistiques que je ne connais pas. Là, de quoi s'agit-il? C'est un type qui travaillait dans les instruments médicaux, et on l'apprend après, c'est relativement anecdotique, et qui plaque son boulot, et qui se retrouve embauché
à la fois dans une radio associative et à la fois comme détective privé. Comment ça s'appelle, près de Boston, à Provincetown, je crois. Providence. Non, pas Providence, non. Provincetown. Bon, peu importe. Et c'est un type qui, dès les premières pages et jusqu'à la fin, est totalement à la ramasse. Il est non seulement bourré non-stop, mais plein de drogue, plus des problèmes de conscience, de mentaux. Et voilà, c'est un texte. Alors, ne soyez pas surpris s'il il est peu corné. Parce qu'en fait, ça fait partie de ces livres que j'aime tellement que j'ai tendance à pas laisser partir les gens de chez moi, donc je leur file et je ne l'ai pas retrouvé. Donc je suis venu il y a 2 semaines le racheter ici. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de beaucoup corner. Un petit passage. C'est dans un bus à Yankee Flyer qu'English, c'est le personnage, Leonard English, principal, quitta Franconia, tandis que le véhicule de cette obscure compagnie plongeait à travers des petites villes dont English n'aurait jamais ce bref aperçu. Sa vision sombra dans la fatigue et en fit remonter quelques rêves brefs. Personne n'était assis sur le siège près du sien. Ce n'était pas parce qu'English avait un air à faire fuir ceux qui auraient songé à s'installer à côté de lui, l'air de quelqu'un qui a passé la nuit dans un fauteuil et dépensé pratiquement tout son argent à faire remorquer une Jeep du haut d'une montagne, mais parce que son siège était occupé par l'essence de Gerald Twinbrook, par son fantôme, dont on apprend qu'il vient de mourir quelques pages avant. English était au fond du car avec les fumeurs, précisément avec une jeune femme du genre hippie bohémienne et un garçon de Géorgie qui venait d'une base de l'armée de l'air un peu plus au nord. Il y avait aussi un jeune homme anguleux qui, après avoir demandé à English d'où il était, lui dit « Les gens lisent bien en vous au Massachusetts. » « Je ne comprends pas vraiment ce que vous voulez dire, répondit English. « Ils lisent au fond de vous là-bas, pas vrai ?» Assez rapidement, les autres firent circuler une bouteille d'alcool d'un demi-litre et se mirent à chanter « Ain't no mountain high enough ». À mesure que l'aube rose tombait sur leur visage, ils devenaient lumineux comme des anges aux airs de voyous. Cette coïncidence épouvanta English, mais il s'était désormais résigné à ce que Dieu le pourchasse comme une harpie, qu'il le pousse sans ménagement vers son destin, qu'il ne prenne même plus la peine de voiler l'action de son effroyable main. La lumière du milieu de matinée le réveilla, et il vit distinctement Gerald Twinbrook qui prenait ses aises près de lui. Le mort, donc. Une ironie innocente luisait au fond de ses orbites sans yeux. De l'autre côté du couloir, la bohémienne et le géorgien étaient figés comme des statues, enlacés dans un baiser plein d'ivresse. English avait acquis une sensibilité merveilleuse et toute neuve qui désintégrait les murs. À mesure que le soleil se levait sur les villages, il entendait les chiropracteurs crier. Il entendait les pieds des banquiers cherchant leurs pantoufles et les instituteurs lancer des jurons dans leur salle de bain. Pendant ce temps, le géorgien faisait remonter sa main sous la jupe de sa nouvelle amie. « Depuis quand as-tu quitté l'armée de l'air » lui demanda-t-elle. « Depuis le moment où j'ai déserté. Je suis devenu communiste, répondit-il. « Justement, déclara-t-elle. J'allais dire que j'étais sûr que tu avais une position politique. » Avant de l'embrasser à nouveau, il lui dit « Je suis trotskiste. Je vais me planquer dans les collines jusqu'à ce que je renverse le gouvernement. » La pluie avait cessé, il faisait chaud, il y avait un beau soleil, mais tout était très mouillé. Devant eux, 2 splendides camions-citernes d'une couleur aluminium presque argentée créaient un tunnel semblable à des arbres penchés et ils transformaient dans leur village l'eau de pluie stagnante en gerbes de crachin sale. Devant la nature ainsi bouleversée, on avait l'impression que l'homme est en effet très puissant. English montra à Jerry Twinbrook un des dessins de son carnet de croquis. « Bon, ton poisson, c'est tout à fait un poisson, pas vrai ?»« Ouais. »« C'est pas un très bon poisson ?»« Non. »« C'est pourtant tout à fait un poisson. Et c'est quoi ça derrière? Un poste de radio? Un fantôme? C'est un réveil. »« Le fantôme d'un poste de radio? Un réveil avec un timbre dessus. De quoi tu parles? Tu ne connais rien à la peinture. Je m'y connais en réveil. Tu connais que dalle en peinture. Je m'y connais en réveil. Tu sais ce que tu aimes. Je sais reconnaître un réveil et quand je regarde ça, je vois le fantôme d'un poste de radio parce que tu as peur du réveil tel qu'il est en réalité. C'est de ça qu'il s'agit, pas vrai? C'est toi qui as peur du temps. Tout ça, c'est sur la peur. La peur ou la peau? Allez, ne te défile pas comme ça, man. Dis-moi la vérité. Tu rends des choses floues exprès. Si tu ne les peins pas telles qu'elles sont réellement, c'est parce que tu as peur de leur véritable aspect. Ouais, dit Twinbrooks, mais je crois que c'est leur véritable aspect. Tu n'as donc pas intégré les leçons de l'amour? Rien n'est comme tu le vois. Rien n'est comme je le vois, dit English. Tant qu'un seul cadavre existe au monde, tu ne peux pas être libre. Tant qu'il reste un prisonnier, tu es toi-même enchaîné. C'est ce qu'enseignait Jésus. Quand tu as rendu visite aux prisonniers, quand tu as soigné les mourants, c'est à moi aussi que tu le faisais. Il est l'un d'entre eux, jusqu'à ce qu'ils soient absolument tous libres. Et toi aussi, et moi aussi. C'est ce que faisait Simone Veil?
Elle mourait de faim avec les affamés. C'est aussi ce que faisait le Christ en croix avec les larrons et Saint Paul quand il languissait en prison. Et Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc, répliqua Twin Books, était une pute qui se donnait de l'importance. Les autres passagers autour de lui étaient parvenus à leur destination et ils étaient déjà descendus. Le conducteur avait dû se rendre compte qu'English parlait tout seul parce qu'à l'arrêt suivant, il vint vers le fond pour l'interrompre. « Je vais très bien, dit English. Est-ce que vous savez que vous divaguez si fort que tout le monde vous entend? C'est très bien, je le recherche. Vous le recherchez. Je laisse faire, je contrôle la situation, c'est bien. Je l'espère, je l'espère. J'apprends des choses, lui dit English. Mais moins fort, hein, d'accord? D'accord, vraiment d'accord. Vraiment, vraiment super d'accord, promet English. Il dut changer de car à Boston. Pendant son attente, à la gare routière, il téléphona à la police de la route et lui donna anonymement les renseignements permettant de trouver le cadavre de Jerry Twin Books. Puis il prit le bus qui descendit le long du cap jusqu'à Provincetown. Twin Books n'était pas dans ce bus-là. English eut beau regarder partout, il avait disparu. C'est typique, se dit-il. Tout le monde prenait ses distances avec lui, même les gens qui n'étaient pas tout à fait réels. Denis Johnson, un pendu ressuscité, magnifiquement traduit par Pierre Furlan. Alors je vais finir par Spinoza enculé-gueule de Jean-Bernard Puy, que Gallimard, pudiquement dans les listes de l'auteur, signale par la mention Spinoza, 3 petits points. Quand on voit de Jean-Bernard Puy, ce qu'il a écrit, c'est Spinoza, 3 petits points. Il y a 2 suites, j'ai vu. Mais j'aime trop celui-là, je veux pas aller voir les autres. Non, mais c'est à cause des titres des suivants. Ouais. C'est à sec et puis avec une poignée de gravure. Donc c'est un bouquin que j'ai adoré. Et en fait, je pense que je l'ai en partie pas compris, comme beaucoup de bouquins quand même. Enfin, il y a une bonne partie de flou et c'est pas plus mal. Et donc là, il explique, donc c'est une réédition parce que c'est sorti en 77, collection sanguine chez Albin Michel. C'est un livre double avec la clé de 16 de Patrick Rénal, qu'on a retrouvé après la série noire. Et donc ce qu'explique J.B. Puy, ce que j'ignorais au moment où je l'ai lu et relu à l'époque, c'est qu'en fait il était pion à Ivry. Et il racontait mai 68 aux élèves. Ouais, il était surveillant, il racontait et apparemment les gamins étaient assez preneurs, donc il re-racontait constamment cette histoire en embellissant, en exagérant. Et donc à l'arrivée, on est dans un univers un petit peu à la Mad Max, et des groupuscules politiques qui baptisaient Spinoza, qui Hegel, etc., armés se tabassent. Je lis 2 très courts passages. Finalement, on n'est pas. Il y a un lien assez évident avec Denis Johnson dans la référence indirecte à la fois au beatnik, à Hunter Thompson, même à Cromley, et puis au roman policier en général, mais en prenant les choses un peu de traviole. Page 19, Caca plus suicide, iconographie spinoziste numéro 1. Moi, Julius, il y a une éternité, 2 ans et demi, ai vu, comme la population française citadine en général, ma vie changer en quelques heures, un 6 novembre. Historiquement, maintenant, cela me paraît léger de parler de toutes ces conneries. Que dire? Le ciel rose, les égouts brûlants, les morts partout, le pillage, l'exode. Je me suis retrouvé libre et énervé dans un bordel général où l'angoisse des paranoïaques rivalisait avec l'énergie militante des humanistes de tout poil, du genre populiste forcené, s'essayant à remettre le social en route. Ma femme et mes potes immédiats avaient disparu. J'ai participé au pillage en portant, prévoyant le mec, toute mon attention sur les armureries. Puis je me suis barré et j'ai rôdé chien perdu sans vaccin autour d'un grand réverbère éteint. Et petit à petit, face à la restructuration des milices locales, face à la bêtise crasse des survivants qui dévalisent tout, mais dans l'ordre, face au réveil du poujadisme organisationnel, je me suis mis à travailler. D'abord au brûleur d'Ivry, les cadavres engluaient les machines, la colle d'ose, vous comprenez, je fus viré sans ménagement par mes collègues pour avoir écrit « à bas le travail » sur un camion benne à ordures, à cadavres plutôt. Je suis alors reparti, me suis planqué 3 mois dans une pharmacie de Pontoise, et j'ai vécu là 100 jours de speed tout à fait réjouissant, bourré de Captagon. J'ai subi neuroniquement cette période. J'ai même tenté de me suicider. Après avoir fait le Kerouac du pauvre, je me suis réintégré.
J'ai habité à la station de métro rue des Boulets, la rue des Esclaves. Ce qui m'a le plus effaré, c'est que j'espérais inconsciemment que tout cela tournerait mal, avec des scènes du genre tuerie générale, cannibalisme, zoophilie, inceste généralisé et pyromanie galopante. Non. C'était gris, morne, banal. Le salariat avec un S majuscule revenait à grands pas. L'homme était une poule pour l'homme. Je me suis alors remis au travail, à la radio. J'ai réécrit les informations diverses et les papiers que l'on me donnait. Après, c'était diffusé et déclamé avec une voix qui en disait long, par un ancien spécialiste du doublage des films d'horreur. Souvent, ces infos, ces flashs, ces conseils ordres étaient écrits par des miliciens et des petits militaires. Aussi cela avait besoin d'un sérieux coup de patine. J'ai donc travaillé dans l'adverbe conséquent et l'adjectif terrifiant. À chacun son boulot, il n'y a pas de saut métier, il n'y a que des sautes d'humeur. Proverbe, tout cela n'était qu'un épiphénomène, j'attendais que ça recogne. Black Crow Blues, fiction spinoziste numéro 2. Momo ralentit brusquement, j'arrête le camion, nous arrivons à un carrefour partiellement caché par de larges maisons provençales aux murs aveugles. Le Mistral fétide nous souffle dans le dos. Momo met la béquille, descend de sa gusille, se dégourdit les jambes, pantin désarticulé, guignol inquiétant, sort son P38 et avance à pas de loup jusqu'au croisement. Des corneilles passent en croissant. Code énervant. Il faut se méfier de tout. Les Hegeliens sont des traîtres. Mais Momo revient. Rien à signaler à l'horizon de nos fausses inquiétudes. Nous poursuivons notre route. Le soir tombe. L'angoisse de la nuit va de nouveau nous assaillir. Le maléfice dominant s'accompagne de la chute de la lumière. Nous sommes des hommes perdus. Hyper Clausewitz, dis-je, iconographie spinoziste numéro 2. En fait, à la radio, ce boulot, je ne l'ai pas gardé longtemps, car le semblant de réorganisation sociale n'a pas duré. Je m'étais trompé sur toute la ligne, et je me suis juré que cela serait la dernière erreur que je commettrais. Maintenant, je fais de la stratégie. Je m'en donne les moyens. Donc très vite, une sorte de foutoir général s'est installé et a fait figure de nouveaux styles de vie. J'ai quitté la radio pour fonder mon groupe. Cela n'a pas été simple. Avant, j'étais un personnage désuet, confortable et couleur de muraille pseudo-révolutionnaire. Il y avait trop d'écueils devant moi pour vivre ma vie rêvée. Maintenant, j'ai une grande écharpe de soie blanche autour de mon cou de vautour et un Smith & Wesson à la ceinture. Avant, je vivais le plus près possible de la femme que j'avais décidé d'aimer par l'esprit. Maintenant, des hommes et des ados fiévreux me recherchent pour ma douceur. C'est comme ça. Ce n'était pas inscrit dans les lignes de ma main. Dans ma paume, à présent, il y a des odeurs d'essence. Mes doigts fins, chargés de bagues, signifiantes, sentent le pétrole. J'ai beau me les laver, c'est une odeur qui colle à la peau, une fragrance qui s'accroche. Ça m'énerve. Les autres le sentent et se méfient un peu. Mes mecs me portent un respect un peu là, mais le réflexe de survie joue encore. J'ai toujours su les tirer de situations relativement difficiles. Arrêtez-moi sinon j'ai tout le bouquin. Merci, bonne soirée.